Des entreprises engagées vous présentent Social Change 2019, édition spéciale. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette édition spéciale consacrée à la RSE. Alors, quasi inconnu il y a 10 ans, le concept, la responsabilité sociétale des entreprises, est devenu à la mode. Il s'est même progressivement imposé dans les entreprises. Elles sont de plus en plus nombreuses à s'engager dans cette démarche responsable. Et pour cause, elles ont compris qu'il y avait une opportunité. Le concept plaît aux clients, plaît aux acheteurs du service public. La preuve, en 2018, près de 2/3 des consommateurs choisissent d'acheter ou au contraire de boycotter une marque en fonction de ses prises de position. Et plus, le concept de la RSE est même devenu un argument de recrutement. Et pourtant, eh bien, ce concept est encore très mal connu des salariés. La preuve avec ce chiffre, selon une étude Ipsos Open Mind Café publiée en 2018, seuls 33% des Français savent précisément ce qu'est la RSE, 12% savent à peu près ce que c'est, et 49%, soit un Français sur deux, ne savent pas ce qu'est la RSE. Alors justement, dans cette édition spéciale consacrée à la responsabilité sociétale des entreprises, nous allons vous expliquer ce qu'est ce concept, ce que cela implique, comment mener une action dans votre entreprise, quels sont les bénéfices. Et pour répondre à toutes vos interrogations, à toutes vos questions, je suis accompagnée par 4 experts. D'abord, André Sobczak. Bonjour André. Bonjour. Vous êtes vice-président de Nantes Métropole en charge de la RSE. Et André nous expliquera ce qu'est le concept, à quand remonte ce terme, et nous montrera qu'en la matière, la métropole de Nantes est plutôt pionnière. Nous verrons ensuite concrètement ce qui se passe dans les entreprises avec d'abord Marion Bondu, qui est responsable relations ressources humaines chez le chocolatier Vincent Guerlet. Elle a suivi une formation pendant 1 an à la Chambre des métiers et de l'artisanat en matière de RSE justement. Elle nous expliquera tout. Et puis, il y a aussi Philippe Plantive, président du conseil chez Proginov. Proginov, c'est un fabricant de logiciels de gestion d'entreprise. Et chez lui, il y a 3 mots: capital, management et salaire. Tout ça, ça fait une bonne cuisine et surtout, résultat, peu de turnover et une croissance à 2 chiffres. Et enfin, Stéphane Deyrel. Bonjour Stéphane, vous êtes directeur commercial et communication à l'agence API et il nous dévoilera les coulisses d'un événement qui aura lieu le 15 novembre prochain, le Social Change à la Cité des Congrès. Bonjour à tous les 4. Bonjour. Bonjour. Alors, je m'adresse à vous d'abord, André. La responsabilité sociétale des entreprises, c'est un terme qui remonte aux années 30 ou 60 aux États-Unis. Mais en France, depuis quand ce terme est apparu ? Le terme a commencé à être abordé à la fin des années 1990, mais je dirais que c'est devenu vraiment une réalité, une priorité pour les entreprises au cours des 10 dernières années, parce que de plus en plus les enjeux environnementaux et sociaux sont apparus un peu dans tout type d'entreprise, tout type de secteur. Et heureusement, comme vous l'avez dit en introduction, ici sur la métropole, on a beaucoup d'entreprises qui ont compris que la RSE, ça peut être un avantage compétitif, ça peut être un levier de pérennité, de performance même des entreprises. Et donc on a beaucoup d'entreprises qui ont déjà compris cela, ont déjà commencé à mettre en place des démarches. Et l'objectif, c'est qu'il y en a de plus en plus, voire que toutes les entreprises commencent à mettre en place des actions dans ce domaine-là. Mais c'est quoi concrètement la responsabilité sociétale des entreprises ? Parce que je le disais tout à l'heure, un salarié sur 2 ne sait pas ce que c'est précisément. Alors ici, sur le territoire, avec les différentes parties prenantes, on a dit que la RSE, c'est 5 éléments. C'est d'abord la dimension sociale, donc c'est le bien-être des salariés, avoir une égalité des chances pour tous les salariés, par exemple. C'est ensuite la dimension environnementale, toutes les actions qui consistent à économiser de l'énergie, par exemple, d'utiliser plutôt les énergies renouvelables, travailler sur les transports, sur la gestion des déchets. C'est ensuite la dimension économique, parce qu'une entreprise a évidemment besoin d'une performance économique. Donc c'est par exemple le fait de choisir des fournisseurs locaux ou des fournisseurs qui sont engagés eux-mêmes dans des démarches de RSE. C'est ensuite la dimension territoriale. C'est très important que l'entreprise va travailler avec les autres entreprises de son territoire ou recrute par exemple des stagiaires qui viennent du territoire. Et enfin, c'est la gouvernance.
Donc c'est aussi la façon dont se prennent les décisions pour que tout le monde puisse avoir son mot à dire, et aussi des dimensions assez importantes en termes de gouvernance, par exemple l'actionnariat salarial, pour associer les salariés directement à la prise de décision de l'entreprise. Et ça, la nouvelle génération est plutôt demandeuse. On va regarder un chiffre justement qui prône le green plutôt que le fric. Selon une étude de Cone Communication, 55% des collaborateurs disent que l'engagement social ou environnemental d'une entreprise est un critère plus important que le salaire. Un nombre qui atteint 76% chez les millennials. Donc vraiment, on voit cette progression-là. Et vous la sentez, vous aussi, André ? Oui, beaucoup d'entreprises ici sur le territoire aujourd'hui ont même des difficultés de recrutement. Et donc tout l'enjeu de la RSE, c'est justement de prendre conscience qu'en argumentant que l'entreprise intègre vraiment dans sa stratégie, dans son management, des critères sociaux, sociétaux, environnementaux, elle peut attirer les salariés, les motiver, les fidéliser. C'est vraiment quelque chose qui est important. Mais la même chose vaut pour les clients. Aujourd'hui, on a de plus en plus de consommateurs individuels, mais aussi des entreprises ou des collectivités qui intègrent aussi ces éléments-là dans leurs décisions d'achat et qui vont plus uniquement acheter systématiquement le moins cher. La RSE devient là aussi quelque chose qui est important. Et enfin, il y a aussi des investisseurs, des banques. On a plusieurs banques ici sur le territoire aussi qui reconnaissent que finalement investir dans une entreprise qui a une telle démarche RSE va aussi être plus pérenne, et donc du coup ils vont accorder des prêts plus facilement. C'est une question presque de bon sens. Et d'ailleurs, les entreprises, devraient le savoir, mais le taux de rentabilité, quand on pratique justement la RSE, est plus important. On va aussi regarder cet autre chiffre, 13%, c'est l'augmentation du taux de rentabilité pour les entreprises engagées justement en RSE. Il faut donc plutôt le faire, et pas par obligation, mais par, on va dire, conscience professionnelle et personnelle. Oui, moi j'ai une conviction assez forte qu'une entreprise ne pourra pas survivre si elle n'intègre pas ces différents besoins exprimés par toutes ces parties prenantes. On ne peut pas uniquement s'intéresser à la rentabilité financière et au retour pour les actionnaires, les investisseurs. C'est important que l'entreprise reconnaisse vraiment que les salariés sont les premiers qui créent la valeur dans l'entreprise, qu'il faut respecter aussi les fournisseurs, qu'il faut être à l'écoute de la société pour être toujours plus innovant en termes de produits, de services qui sont proposés, mais aussi en termes de management pour fédérer l'ensemble des parties prenantes. Et il y a de plus en plus de lois qui justement accélèrent cette pression, on va dire, pour faire la RSE dans les entreprises. Et en 2001, il y a d'abord la loi NRE, la nouvelle régulation économique. Cette loi oblige les entreprises à faire du reporting extra-financier, c'est-à-dire à mesurer leur impact social et environnemental lié à leurs activités. En 2010 aussi, la loi Grenelle II qui a imposé ce reporting extra-financier à toutes les sociétés de plus de 200 salariés. Et récemment, il y a eu la loi Pacte le 22 mai dernier qui a été signée. On va voir justement quel est l'impact de cette loi pour les entreprises avec Anne-Laure Simon. Écoutez. La loi Pacte, ça veut dire plan d'action pour la croissance et la transformation des entreprises. Donc c'est une loi qui a été portée par le ministère de l'économie et des finances, qui a la particularité d'avoir été co-construite via une plateforme de consultation en ligne et qui s'adresse au monde économique et aux entreprises. Alors la loi Pacte, elle embrasse un nombre de sujets extrêmement importants et elle a notamment une ambition qui est de repenser la place et le rôle des entreprises dans la société. Donc en gros, à quoi sert profondément une entreprise dans la société. Alors très concrètement, la loi Pacte engendre une modification du Code civil et de l'objet social de l'entreprise, qui n'est plus exclusivement de faire du profit, mais on reconnaît également le rôle social et environnemental de l'entreprise. Donc ça, c'est très concret et ça s'applique dès maintenant à toutes les entreprises et quelle que soit leur taille. Deuxième niveau, j'ai envie de dire, c'est que la loi Pacte, elle permet aux entreprises qui le souhaitent de se doter de ce qu'on appelle une raison d'être, c'est-à-dire de concrètement énoncer à quoi elles servent, quelle est leur raison d'être dans la société. Et puis encore plus ambitieux,
pour toujours les entreprises qui le souhaitent, il y a la possibilité d'inscrire et de devenir une entreprise à mission. Où là, non seulement on va définir une raison d'être, mais aussi une mission avec des objectifs qui pourraient devenir opposables. Enfin, dernier point très concret de changement pour les entreprises, c'est la place des salariés, notamment dans les conseils d'administration, donc dans les organes décisionnels, puisque les administrateurs salariés vont passer de 1 à 2 pour les conseils d'administration qui ont plus de 8 administrateurs. Donc on voit la trajectoire dessinée par cette loi Pacte dans les entreprises. On peut dire quand même que c'est une avancée, cette loi Pacte, pour les entreprises notamment qui ont envie de s'engager et de quitter ce qu'on appelle le business as usual ou le business comme d'habitude. Et surtout, ça entérine la place de l'entreprise comme un acteur de la transformation sociale et environnementale de nos sociétés. Et donc ça me dit que l'entreprise peut être aussi une source de solution face à ces problèmes. Je dirais que cette loi, elle vient aider et corroborer toutes les démarches des entreprises déjà engagées sur ce chemin-là depuis de nombreuses années. Et puis elle envoie un signal fort à celles qui ne se posent pas encore ces questions de sens, d'impact social, environnemental et de création de valeur au sens large. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Il y a des entreprises qui n'ont pas attendu ces lois pour mettre en place la RSE. C'est le cas notamment de l'artisan chocolatier Vincent Guerlet et puis également du fabricant de logiciels de gestion d'entreprise Proginov. Marion Bondu, bonjour. Vous êtes donc salarié depuis 7 ans chez le chocolatier Vincent Guerlet. Le chocolatier compte 55 salariés et vous êtes responsable des ressources humaines. Et cette année, vous avez suivi une formation RSE à la Chambre des métiers et de l'artisanat. Pourquoi avoir suivi cette formation et qu'est-ce que vous avez appris ? Alors en fait, c'était se rendre compte où on en est dans cette démarche. Nos clients cherchent à venir dans une entreprise responsable et du coup, on a découvert qu'on avait mis des choses, nous, déjà en place et qu'on en avait encore beaucoup d'autres. Donc c'était nous apporter des réponses. Par exemple, d'un point de vue social, on a mis en place, grâce à des aides via la CARSAT et un ergonome, une machine en place pour éviter la pénibilité de nos salariés. On a mis aussi beaucoup d'autres choses en place comme repenser notre packaging vers des matières plus responsables en matières premières pour limiter les déchets. On a bien vu que c'est un sujet d'actualité de nos jours. Et est-ce que c'est facile de mettre en place ces actions ? Où vous avez pris conscience grâce à cette formation que finalement c'est assez simple et surtout ça apporte finalement confort à vos salariés en termes de pénibilité et puis aussi à vos clients ils sont satisfaits par les sacs que vous Bien sûr, exactement, ils sont contents parce qu'ils voient qu'on est investi. Par exemple, on a mis en place l'application Too Good To Go pour limiter nos pertes. Donc par ça, ils voient qu'on est dans la démarche de la société, je dirais aujourd'hui. Et nos salariés, ils s'en rendent compte au fur et à mesure, via les actions qui arrivent au fur et à mesure. Mais je pense qu'il faut beaucoup de temps. Et c'est dans quelques années qu'on pourra faire un grand bilan. Voilà. Mais il y a d'autres projets. Là, c'est les projets qui sont actuels. Bien sûr. Quels sont vos projets futurs, justement, en termes de RSE ? Limiter le plastique. Parce que nous, on utilise beaucoup d'emballages plastiques. Et à l'avenir, c'est limiter ou remplacer le plastique dans nos emballages. Et adapter nos machines beaucoup parce que la pénibilité au travail c'est important et aussi pour fidéliser nos salariés au sein de notre entreprise. D'accord, fidéliser justement, c'est vous, Philippe Plantier, vous êtes donc, je le disais tout à l'heure, président du conseil d'administration chez Proginov, vous y êtes depuis toujours, vous avez commencé à 19 ans en tant que stagiaire, et en 23 ans, vous avez gravi les échelons, et donc maintenant, président du conseil. Mais avec toujours une colonne vertébrale d'intégrer la dynamique démocratique. Ça veut dire quoi exactement cette dynamique démocratique ? Éviter le turnover, entre autres ? Avant ça, c'est le fait que chacun a le droit de s'exprimer. La grande difficulté, c'est le côté intergénérationnel dans l'entreprise. Vous avez aussi bien une génération qu'on pourrait qualifier de sortante, mais qui a toute son expérience pour elle. Et puis à la fois, vous avez les tout jeunes qui rentrent et qui peuvent avoir, les millennials par exemple, un regard sur la société différente.
Alors l'ensemble donne souvent des échanges parfois basés sur des incompris, basés sur des stéréotypes de génération, alors qu'en définitive, nous, en tant qu'entrepreneurs, on se doit d'amener de l'huile dans les rouages et de faire en sorte que l'ensemble de ces générations soient au rendez-vous de l'enjeu, bien sûr, de l'entreprise. L'entreprise, je rappelle, c'est une personne morale, Oui, à capital social, avec un objet social. Et je pense que cette définition fondamentale qu'on apprend tous lorsqu'on fait un peu d'économie devrait être effectivement reprise. Je pense que le RSE, pour ça, est intéressant. Ça remet vraiment l'objet, on le voit avec la loi Pacte notamment. Et donc pour organiser cet échange, cette discussion entre les générations, il nous semble important déjà que les personnes qui peuvent être amenées à faire évoluer l'entreprise de façon stratégique soient désignées. Et la désignation en passe forcément par un vote. Donc nous avons 85% des salariés qui sont actionnaires. Et le fait d'être actionnaire de l'entreprise permet déjà de pouvoir voter. Nous ne souhaitions pas forcément être dans un modèle de scope, dans le sens où une personne sur 5 a le gène de l'aventure. Et si on veut donner un peu d'ambition à son entreprise, Oui. à son objet social, eh bien, il faut pouvoir, à un moment donné, prendre les bonnes décisions. Et on a préféré avoir une ESA à conseil d'administration pour ça, puisque certains, eh bien, seraient peut-être un peu trop dans la défensive et peut-être pas enclin à prendre la bonne décision. Donc, à l'intérieur d'un statut plutôt classique de SA à conseil d'administration, on a réussi malgré tout à organiser l'actionnariat salarial et faire en sorte que via les élections, on puisse avoir des vraies tendances de choix collectifs. Et il n'y a pas que ça, il y a aussi au niveau du salaire aussi qui est important chez vous. Il y a une échelle qui est assez restreinte entre vous et le plus bas salaire. Voilà, alors là aussi, beaucoup de stéréotypes autour du salaire. Et puis souvent, en France, on ne parle pas du salaire, contrairement à l'économie anglo-saxonne qui est beaucoup plus ouverte. C'est mal vu, on cache. Alors, mais ça remonte vraiment aux fondamentaux de la société. Michel Martin, le fondateur, souhaitait vraiment que, aussi bien du personnel d'entretien jusqu'à lui-même, nous ayons une échelle de salaire de 1 à 3. Pas 1 à 20 comme avait dit François Hollande. Voilà. Vous avez complètement réduit. De 1 à 3. Mais en fait, on n'a pas réduit, on a simplement rémunéré à sa juste valeur un travail pour lequel, bon, peut-être que certains profils de cadres ne comprennent pas qu'on puisse donner autant de rémunération du personnel d'entretien. Mais lorsque la discussion arrive, par exemple, et qu'il y a une certaine incompréhension, puisqu'à l'école, une certaine caste ou les ingénieurs ou les bac plus 5, on leur dit vous valez tant. Mais on arrive dans une structure où là on dit finalement oui ok tu vas être sur un salaire qui va être à peu près conforme, sauf qu'en fait eh bien, le personnel d'entretien va être aussi sur un salaire beaucoup plus élevé. Et quand ça pose problème, on dit mais ok, tu veux faire les toilettes, tu veux aller dans les data centers pour nettoyer, parce que le personnel d'entretien les clés du data center, c'est comme une salle des coffres en banque, quoi. Oui, donc on ne peut pas faire rentrer n'importe qui à l'intérieur, bien sûr, de ces data centers. Et votre politique fonctionne puisque votre stratégie, le secteur informatique croît de 5%, alors que votre entreprise, a une croissance à 2 chiffres et le turnover qui est dans ce secteur-là, dans la profession, autour de 25%. Vous, il est de moins de 1%. Donc comme quoi, la RSE doit être appliquée aux entreprises, c'est rentable. La rentabilité, elle est de fait à partir du moment où vous arrivez, vous, en tant que dirigeant, avec une certaine pédagogie, à expliquer les enjeux économiques de l'entreprise. Et comme ces enjeux économiques ne sont pas partagés que par un actionnaire, mais par un collectif d'actionnaires, très volontiers, l'ensemble des personnes épousent évidemment et met une certaine dynamique à atteindre cet objectif-là. Oui, on a un certain succès, on est sur un secteur porteur. Très souvent, lorsqu'on me dit ok, vous êtes organisé comme ça chez Proginov. Proginov qui a quand même 250 salariés. Oui. Là, vous en avez 55, comme quoi aussi c'est applicable finalement à des petites entreprises, moyennes entreprises et à des plus grosses entreprises. J'aime à le dire, puisque dans certaines organisations professionnelles dans lesquelles j'ai été précédemment, eh bien, on me dit, ok, vous êtes sur un secteur porteur, et puis c'est normal, c'est l'informatique, vous avez un âge moyen assez bas, puisqu'on a 36 ans de moyenne d'âge.
ça peut fonctionner dans ce genre de structure, genre un peu Silicon Valley, mais par contre pas du tout dans des métiers dits plus conventionnels. Bien pas du tout. J'ai eu l'occasion d'échanger dans mon club APM notamment avec un pâtissier chocolatier, un collègue de Vincent Guerlet. Non, un collègue. et qui s'est mis sur ce chemin du collaboratif. Son expert comptable n'était pas content du tout, parce que la masse salariale a un peu augmenté. Par contre, la croissance était là au rendez-vous, puisqu'il a embarqué avec lui ses collaborateurs. Et donc, la dynamique collective, de toute façon, quel que soit le secteur, associatif, même familial, même, bien sûr, maintenant en entreprise, porte toujours des fruits, ça c'est sûr. Et bien justement, pour donner envie aux entreprises de s'y mettre par conviction, pas par obligation, il y a un événement qui est le Social Change qui va avoir lieu le 15 novembre prochain, auquel vous pouvez participer et y venir, et vous allez pouvoir apprendre beaucoup de choses. Alors Stéphane Dairel, vous êtes organisateur, on va dire, de l'événement. Parlez-nous justement du Social Change. Qu'est-ce qui va se passer pour cette deuxième édition cette année ? Alors on est co-organisateur avec l'agence API et également la plateforme RSE Nantes Métropole. Et cet événement, on a deux beaux exemples ici d'entreprises qui se sont transformées ou qui sont nées dans cette RSE pour Proginov. C'est ça, c'est du partage de pair à pair, c'est d'amener les salariés, les entreprises, les entrepreneurs, mais leurs clients ou leurs fournisseurs aussi à venir et à comprendre que cette démarche, elle est vertueuse et elle amène à de la performance. Il ne faut pas avoir peur de ça. Ce n'est pas antinomique de lier RSE et business. Oui. Donc, on va avoir du partage de pair à pair. Là, ça amène vraiment à la réflexion. On va avoir de l'inspirant avec, en plénière, Laurent Berger, qui est le secrétaire général de CFDT et qui viendra sur un pacte qu'ils ont rédigé avec Nicolas Hulot sur 66 propositions et qui amène à ne pas dissocier l'environnement et le social, donc c'est possible. Nous aurons également des conférences, l'une qui est sur le sens de l'entreprise, comment changer, pourquoi changer et comment impliquer les salariés dans ce changement, et une autre justement sur ce RSE et business, c'est pas antinomique. Oui, comme quoi on peut faire à la fois l'économie, mais gagner de l'argent pour son entreprise, et puis aussi prendre soin de sa masse salariale et prendre soin de l'environnement. C'est l'objet même d'une entreprise que de gagner de l'argent, mais on peut le faire aussi avec du plaisir, et on peut le faire aussi en ayant des valeurs, et des valeurs qu'on a envie de partager avec ses salariés, absolument. On aura des tutoriels, donc là on est dans un mode très pédagogique et de formation. Là ça vraiment amène tout le monde à venir écouter. Et ces tutoriels sont là aussi pour montrer que quel que soit le métier dans l'entreprise, eh bien on se retrouve à apercevoir que la RSE est vraiment dans tous les services. On parle maintenant de numérique responsable, des achats responsables, du marketing responsable. Dans le juridique, on verra les 10 mesures clés que la loi Pacte impose, enfin pas impose, mais sur lesquelles les entreprises, petites ou grandes d'ailleurs, oui, devront avoir dans le viseur, parce que c'est important. Et puis on aura, sans l'oublier, il y a des cas d'école, mais sans l'oublier, un village avec un showroom où là des experts, mais aussi des ambassadeurs de la plateforme seront là pour accompagner le visiteur. C'est très important que le visiteur puisse à la fois écouter de pair à pair, prendre la mesure sous un mode pédagogique d'évolution à mettre en place dans son entreprise, mais aussi puisse trouver des experts à disposition pour quelquefois une mesure simple, adhérer à un club pour pouvoir échanger sur des mesures à mettre en place dans son entreprise et le faire le plus simplement possible. Et tout le monde peut venir à cet événement ? Que tout le monde peut venir. Une grande ou une petite entreprise ? Il est gratuit, que vous soyez une petite entreprise ou une grande entreprise. Et on l'a très très bien ici. Oui. C'est la Chambre des métiers qui fait partie de ces ambassadeurs importants pour l'articulation de Social Change. Je pense à eux à l'instant. Nous ont montré que vraiment c'est au cœur de leurs préoccupations d'amener chaque artisan, commerçant ou entrepreneur de TPE de mettre la RSE au cœur de son entreprise. C'est important.
Très bien, on l'a compris. On prend donc rendez-vous le 15 novembre prochain à la Cité des Congrès. Merci à tous les 4 d'être venus sur le plateau. Grâce à vous, grâce à vos témoignages, eh bien, on a pu comprendre que favoriser le bien-être au travail, c'est gagner en efficacité, attirer les meilleurs, que miser sur la proximité, c'est créer un écosystème résistant et que limiter les émissions de carbone, c'est réduire finalement la facture énergétique. Donc on a compris, on espère que grâce à cette émission finalement, petites, grandes ou même moyennes entreprises, toutes vont s'y mettre justement à cette responsabilité sociétale. Eh bien, puisque sur le plan environnemental et sociétal, bien faire, c'est souvent la clé du succès et être rentable. Merci à tous les 4. Très bonne journée sur Télé Nantes. Des entreprises engagées vous présentent Social Change 2019, édition spéciale.